la pandémie de COVID au Québec? On a aujourd'hui, en fait hier, eu 656 nouveaux cas. Donc, comme on le voit depuis quelques semaines, on reste autour de 700 nouveaux cas par jour. Ça veut dire que le Québec résiste. Là. Le Québec résiste aux variants. Le Québec résiste à la troisième vague. C'est pas le cas partout dans le monde. On l'a vu en France, en Italie. On a été obligé de reconfiner. On le voit dans certains États aux États-Unis. Je regarde entre autres le Michigan, où on a Détroit. Le nombre de nouveaux cas a doublé depuis 2 semaines. Ça continue d'être difficile au New Jersey, au Massachusetts. Même quand on regarde au Canada, il y a eu une forte augmentation du nombre de cas en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario. En Ontario, on a même déclaré qu'on était dans une troisième vague. Nous, évidemment, il y a toutes sortes de définitions, mais on n'est pas dans une vague puisqu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas. Il y a une stabilisation, mais il n'y a pas d'augmentation. Donc, ça va bien, ça veut dire que nos mesures fonctionnent, mais la guerre n'est pas finie. Donc, il faut continuer d'être prudent. Les prochaines semaines vont être déterminantes. Je rappelle aussi que oui, les gens se font vacciner, mais ça prend de 3 à 4 semaines après la vaccination pour avoir le plein effet du vaccin. Donc, ça va bien. D'ailleurs, j'entends des bons commentaires. Je pense que l'organisation du ministère de la Santé est impressionnante. Aujourd'hui, d'ici la fin de la journée, on devrait avoir atteint le cap du million. Ça veut dire qu'on devrait, en fin de journée, aujourd'hui, avoir 1 million de Québécois qui sont vaccinés. Et ça continue de s'accélérer. Là. On se dirige dans les prochains jours vers 50 000 vaccins par jour. Donc, bravo à Christian, à toute l'équipe. Encore là, quand on se compare, bon, le choix qui a été fait de procéder juste avec une première dose pour aller rejoindre le plus de personnes possible, bien, ça donne le résultat qu'actuellement, quand on regarde toutes les provinces, il y a juste la Saskatchewan qui a vacciné en pourcentage un petit peu plus de sa population que nous autres. Donc, on dépasse toutes les autres provinces. Donc, c'est un beau succès jusqu'à présent, la vaccination. Par contre, les variants sont de plus en plus présents. On est à 30 %. On le dit, éventuellement, le mois prochain, ça va être la majorité des cas. Donc, il faut continuer d'être prudent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas annoncer de grands assouplissements. En fait, j'en annonce 2 assouplissements aujourd'hui. Premièrement, les écoles secondaires 3, 4, 5 en zone rouge, à partir de lundi prochain, le 29 mars, vont pouvoir arrêter l'alternance. Donc, ça veut dire que les élèves de secondaire 3, 4, 5, partout au Québec, vont être à tous les jours à l'école. Puis ça, bien, pour moi, c'est une vraiment belle nouvelle parce que c'est là que devraient être nos enfants à l'école à tous les jours. Donc, ça va être le cas partout, même en zone rouge. L'autre bonne nouvelle, ça concerne nos aînés dans les résidences. On a pas mal fait le tour de la vaccination dans toutes les résidences. Donc, je vous annonce qu'à partir de demain, toutes les résidences où il y a plus de 75 % des résidents qui ont été vaccinés depuis 3 semaines, c'est important de le dire, depuis 3 semaines, on rouvre les salles à dîner. Donc, je pense que ça va faire du bien au moral de beaucoup de nos aînés de pouvoir luncher puis de revoir les autres résidents. Sinon, toutes les autres mesures restent en place, donc il n'y a pas de changement de couleur cette semaine. Mais je veux faire un appel à la prudence à 2 régions. Vous l'avez vu, il y a une augmentation importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis en Outaouais, du nombre de cas.
On pense qu'on est capable, en faisant attention, de rester en zone orange, mais c'est important de réduire les contacts. Il y a eu une augmentation des contacts dans les derniers jours, dans les dernières semaines. C'est important, là, au Saguenay, en Outaouais, on ne veut pas revenir en zone rouge. Donc, faisons attention, en particulier dans ces zones-là, mais faisons attention partout au Québec. On n'est pas à l'abri d'une troisième vague. Et si on veut éviter la troisième vague, bien, il faut faire deux choses. Premièrement, il faut suivre les consignes. Et puis, quand on a dit la semaine dernière qu'on repoussait le couvre-feu de 8h à 9h30, ça ne veut pas dire que c'est pour aller faire des visites dans les autres maisons. C'est toujours interdit, les visites dans les autres maisons. La deuxième mesure qui est importante à suivre, c'est que quand c'est rendu votre tour, vous allez vous faire vacciner. Et donc, c'est rendu mon tour. On a annoncé à Montréal que les 60 ans et plus peuvent maintenant s'inscrire. Donc, j'ai demandé aux gens de mon équipe de m'inscrire. Là où il y avait une place de disponible, pas enlever la place à personne. Et donc, je vais aller me faire vacciner à Montréal vendredi. Et puis, bien, vous êtes les bienvenus pour voir si je vais avoir moins peur que Christian. Je ne sais pas encore quel vaccin on va me donner, mais peu importe lequel, c'est important de le dire. D'abord, je suis prêt à me faire vacciner avec n'importe lequel des trois vaccins. Les trois vaccins sont sécuritaires, les trois vaccins sont efficaces. Donc, évidemment, j'hésitais depuis longtemps, je ne voulais pas passer devant tout le monde. Maintenant qu'on est au plus de 60 ans, je donne l'exemple, puis j'espère que ça va donner l'idée à tous les Québécois, quand leur âge arrive, d'aller se faire vacciner. Je termine peut-être en reprenant une vieille tradition, c'est-à-dire mes remerciements du jour. Je veux remercier les gens qui travaillent dans les CHSLD. J'ai parlé avec beaucoup de gens à propos de la situation dans les CHSLD. On le sait, l'été dernier, on a ajouté beaucoup d'employés. On est rendu à plus de 8 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires. Puis il y en a 1000, un peu plus que 1000 qui sont en formation. Donc, on se dirige tranquillement vers notre objectif de 10 000. On a aussi, c'est surtout Christian qui s'occupait de ça, nommer un patron ou une patronne dans chaque CHSLD. Ça a l'air de rien, là, mais vous allez le voir dans le budget, puis ça, c'est pas une nouvelle comme telle parce que c'est des décisions qui ont déjà été prises depuis l'été passé, mais on parle d'un investissement là, de 750 millions récurrents en santé. Ça veut dire qu'à chaque année, le personnel additionnel qu'on a ajouté ou qu'on est en train d'ajouter dans les CHSLD, c'est un investissement de 750 millions, mais honnêtement, je l'ai dit souvent, c'est ma plus grande fierté parce que on a été tous un peu gênés de la façon dont les services, on a vu qu'ils étaient donnés au printemps l'année passée. Donc, quand on me dit que la qualité des services s'est beaucoup améliorée dans les CHSLD actuellement, puis on va continuer de s'assurer que ça soit encore mieux que ça, bien, c'est grâce aux employés. On me dit que ça fonctionne bien entre les anciens et les nouveaux employés. Évidemment, c'est pas facile là, de voir arriver 9000 nouveaux employés tout d'un coup sur 40 000. Là. Ça change un peu l'atmosphère puis le contexte, mais on me dit que ça va très bien entre les anciens et les nouveaux et que nos aînés, bien, on a un petit peu plus le temps de passer du temps avec les aînés. Donc, pour moi, là, c'est quelque chose d'important. Ce sont des personnes qui ont bâti le Québec et puis on leur doit bien ça. Donc, merci, le merci du jour. C'est à tous les préposés, puis à tous les employés, puis les médecins qui travaillent dans les CHSLD.
Good afternoon, everyone. We're resisting against the variants and the third wave, but the battle is not over. We have to stay careful as we accelerate the vaccination. We should reach Nous devrions atteindre 1 million de vaccinés aujourd'hui même et j'aimerais remercier toutes nos équipes au Québec. La situation dans les semaines à venir va être décisive. C'est pourquoi il nous faut attendre avant de lever les restrictions, hormis 2 mesures. J'annonce donc à partir du 29 mars, les jeunes du secondaire vont se rendre tous les jours à l'école. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est important que les jeunes puissent s'y rendre à l'école. Et nous avons une bonne nouvelle pour nos aînés. La vaccination est presque terminée dans les résidences pour aînés et j'annonce que, à partir de demain, dans les résidences pour aînés, où il y a au moins 75% des résidents qui ont été vaccinés depuis les 3 dernières semaines, les salles à manger vont ouvrir à nouveau leurs portes. Hormis ces 2 mesures, nous n'annonçons aucun changement aujourd'hui et j'aimerais envoyer un avertissement aux gens des régions de l'Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous demande de réduire vos contacts sociaux dans la mesure du possible. Donc, nous avons l'occasion d'éviter une 3e vague, mais à cette fin, il nous faut suivre les règles pour encore quelques semaines. Personne ne veut revivre un confinement et je compte sur vous tous et toutes. Et quand votre tour viendra, il est important de se faire vacciner. C'est pourquoi moi, j'ai l'intention de me faire vacciner à Montréal vendredi même. Je vous remercie. Merci. Nous allons amorcer la période des questions avec Véronique Prince de Radio-Canada. Bonjour à vous trois. J'aurais des questions concernant la vaccination. Les régions qui sont sous surveillance, là, par exemple, Outaouais, j'ajouterais peut-être le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir davantage de doses qui seraient acheminées dans ces régions-là? On sait, par exemple, qu'il y a des voix qui s'élèvent au Saguenay pour en avoir plus, là. Bien, écoutez, pour le moment, je prends l'exemple du Saguenay. C'est une très bonne question. Le Saguenay a quand même reçu les doses en fonction de non seulement de sa population, mais du type de personnes qu'on voulait vacciner dans les priorités, là, les RPA, les CHSLD. Donc, ils ont eu leur dose. Je pense que c'est un enjeu, puis j'en ai parlé encore ce matin avec ma collègue André Laforêt. Je pense que ce qui est arrivé un peu plus récemment, rappelez-vous, quand il y avait une montée des cas, je pense que les gens s'étaient ressaisis assez rapidement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de raison d'augmenter le nombre de doses, mais je pense que de repasser les messages, de bien suivre les mesures sanitaires pour ça. Du côté de l'Outaouais, on a décidé de faire un ajustement du nombre de doses mineur, mais c'est toujours important. Là, quand je regarde dans le grand scénario de tout ça, la proportion des CHSLD puis des RPA en Outaouais était beaucoup plus basse que partout au Québec. Probablement dû à une population plus jeune. C'est ce qui fait que lorsqu'on compare leur portion de population versus ces proportions-là de catégories ciblées, au début, ils avaient reçu beaucoup moins de doses. Et on a décidé d'avancer de 3 500 le nombre de doses qu'ils reçoivent, donc 2 200 cette semaine, puis 1 300 doses. Mais c'est des ajustements quand même mineurs, parce que je pense que dans les 2 cas, le respect des mesures va être suffisant, mais le docteur Arruda a bien spécifiquement envoyé des messages très clairs, là, puis pour en parler sur les directeurs de santé publique de s'assurer que les mesures sont bien suivies dans ces 2. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont sous surveillance en ce moment.
Puis, toujours dans le cas de la vaccination, vous aviez annoncé qu'on revoyait certaines priorités, là, par exemple, pour ce qui est des malades chroniques et tout ça, mais on n'a pas eu beaucoup de détails encore sur comment ça va fonctionner. Quels vont être les critères? Comment on va démontrer qu'il y a une maladie chronique? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ça? Il n'y en a pas de détails en ce moment. Ce qu'on a demandé au Dr Arruda avec la santé publique de regarder, mais je vous dirais, avant de lui passer la parole, qu'on a déjà fait des changements. Rappelez-vous, là, on a décidé qu'en soins à domicile, étant donné qu'on avait eu certains vaccins, l'exemple de AstraZeneca nous a permis de vacciner en soins à domicile 20 000 personnes qui n'étaient pas prévues initialement, plus leurs proches aidants. Donc, ça faisait un autre 20 000. Donc, il y a eu une exception pour 40 000 personnes. Deuxièmement, on a regardé pour les personnes qui sont handicapées, soit intellectuelles ou physiques, dans nos ressources intermédiaires, qu'on appelle les RI ou les RITF, là, les maisons d'accueil. On a ajouté un autre 13 000. Ça fait qu'on en fait des exceptions, mais ça nous prend des vaccins pour faire ces exceptions-là. Alors, est-ce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande de faire des exceptions, mais je vais laisser peut-être au Dr Arruda dire ce qui s'en vient, là. Il faut comprendre que la priorisation est nécessaire dans le contexte où on manque de vaccins. Quand on va avoir du vaccin, là, le 6, 7, 8, 9 vont pouvoir même être à peu près en parallèle. Ce qu'on a fait, l'Institut nous a fait une recommandation générale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à un comité clinique là, qui s'est réuni lundi de nous faire, compte tenu, parce que c'est du traitement de patients, compte tenu des risques par rapport aux patients, on va avoir des recommandations. C'est une table clinique avec plusieurs médecins spécialistes de toutes les spécialités. Et chacun, ils vont nous arriver avec un consensus qui va nous permettre d'opérationnaliser cette liste-là. Vous dire, par exemple, quand on parle de maladies chroniques, lesquelles sont plus à risque. Quand on parle de cancer, dans quel état c'est plus à risque, c'est quelqu'un sous chimio, pas chimio. Tout ça va être établi et cette liste-là va être rendue publique et connue bientôt, dans un univers assez rapproché pour être en mesure de l'appliquer en cours de processus. Merci. Claudie Côté, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Ma première question est pour vous, M. Legault, concernant le député Louis-Charles Thouin et les révélations qu'il y avait dans le Journal de Québec et de Montréal ce matin. Vous avez fait partie du processus de sélection pour tous vos candidats. À la lumière de ce qui a été révélé ce matin, étiez-vous au courant et pourquoi est-ce que c'était acceptable à l'époque? Bon, d'abord, je ne suis pas au courant et je n'étais pas au courant d'aucun geste qui respecterait pas la loi ou les règles. Donc, il y a beaucoup de choses là, qui sont dites là, où il y a des questions à se poser, comme la présence de l'UPAC. M. Thouin n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Là, donc, il s'agit de savoir si c'est vrai. Ensuite, si on prend la SPCA, c'est quelque chose qui avait déjà été analysé puis jugé sans conflit d'intérêt par les affaires municipales. Maintenant, toutes les questions du dézonage, on a déjà expliqué qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. Donc, selon les informations que j'avais puis que j'ai toujours aujourd'hui, il n'y a rien d'illégal qui a été fait par M. Thouin. Donc, actuellement, il y a une enquête qui est faite par la commissaire à l'éthique. Donc, on va attendre de voir s'il y a quelque chose de nouveau qui sort. Mais on a eu l'occasion de parler à M. Thouin, là, puis il n'y a rien d'illégal qui a été fait. Les partis d'opposition réclament quand même qu'il soit exclu de votre caucus et on fait référence à votre passage quand vous étiez dans l'opposition alors que vous étiez beaucoup plus sévère, même que vous étiez dans un mode tolérance zéro pour les apparences de conflit d'intérêts. Est-ce que votre définition de conflit d'intérêt a changé depuis les années? Non, actuellement, il n'y en a pas de conflit d'intérêt selon les informations que j'ai. Donc, je n'ai pas changé d'idée de ce côté-là. Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Ah ben bon, M. Legault, je vais quand même poursuivre sur M. Thouin, là. J'aimerais ça, vous me dites, dans le fond, ce que vous dites, c'est que les gestes qui ont été posés ne sont pas vraiment graves. Il y a quand même une apparence de conflit d'intérêt, mais pour vous passez l'éponge là-dessus. Mais est-ce que, justement, avec le passé, avec les choix qu'il a fait dans le passé, il y a toujours sa place comme adjoint au Conseil du Trésor? Bien, selon les informations que j'ai, il n'y en a pas de conflit d'intérêt. Donc, la question ne se pose pas. Maintenant, la commissaire à l'éthique va enquêter. On va voir le résultat, mais selon les informations que j'ai, il n'y a aucun conflit d'intérêt.
Et est-ce que Mme Lebel est toujours à l'aise de travailler avec M. Touin au Conseil du Trésor? Bien, il faudrait lui poser la question, mais je pense, je n'ai pas entendu le contraire, là, donc je pense qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. François Il faut Carabin. comprendre, là, juste pour que tout le monde comprenne, là, le rôle de M. Touin au Conseil du Trésor comme adjoint parlementaire, c'est de travailler à ce que tous les organismes paragouvernementaux achètent davantage de produits québécois, incluant les municipalités. Donc, c'est ça son rôle, là. François Carabin, Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, je voulais vous entendre sur les chirurgies non urgentes qui ont augmenté. Là, on parlait de 17 000 chirurgies environ reportées d'1 an à la fin janvier. Dans ce contexte-là, à quel moment vous vous attendez à revenir au niveau pré-pandémie, si on prend en compte que ça continue d'augmenter là, mois après mois? Bien, premièrement, ça va malheureusement continuer d'augmenter encore un certain temps, tant qu'on n'aura pas stabilisé le réseau. Puis c'est pour ça qu'on vous publie à toutes les semaines le nombre le pourcentage de délestage, j'aime pas utiliser le mot, mais c'est le bon mot, qui s'est amélioré beaucoup depuis les derniers mois, mais qui continue d'être en bas de 100 %. C'est-à-dire qu'en ce moment, on ne fait pas la pleine capacité des chirurgies que l'on pourrait faire. Rappelez-vous, quand on a commencé à mesurer ça, on était entre 50 et 60 % d'opérations. On est rendu maintenant, grâce aux ententes privées qu'on a signées avec les cliniques, on est déjà rendu à 83-84 %. Donc, on a été capable de se rapprocher, de minimiser le délestage le plus possible. Mais tant qu'on va continuer à être en bas de 100 %, je vous l'annonce, là, on va avoir de la difficulté à rattraper le retard parce qu'on est moins performant pour toutes sortes de raisons, moins de personnel, etc. Ça, c'est la première chose. Donc, on a réussi, grâce aux ententes avec les cliniques privées, à minimiser ça. Puis c'est les statistiques qu'on vous publie à toutes les semaines. Maintenant, je pense qu'avec la stabilisation des cas, puis c'est pour ça qu'on est encore inquiet des variants, je vous rappelle qu'il rentre encore 40 à 50 personnes tous les jours qui sont reliées à la COVID. C'est pour ça qu'on atteint un plateau dans nos hospitalisations, parce qu'il rentre 35, 40, 45 personnes tous les jours dans tous nos hôpitaux, particulièrement dans le Grand Montréal. Alors, on sait, on est en train de discuter avec les différentes associations. Moi, depuis 2 semaines, là, j'ai rencontré les radiologistes, les oncologistes, j'ai rencontré la plupart des personnes qui sont les urgentologues, la plupart des personnes qui sont impliquées dans cette façon-là, puis de leur demander, avec le docteur O'Patterney que vous connaissez, de finaliser un plan. Mais la première chose qu'ils nous disent, c'est stabiliser le réseau pour le moment. Puis c'est pour ça qu'on est en discussion aussi avec la FIC pour être capable de voir quel est l'arrangement qu'on peut faire pour ramener ça à 100 % le plus rapidement possible. Puis là, après ça, attaquer la liste. Donc, je suis très transparent avec vous. On n'est pas encore là. Il y a une grosse amélioration depuis 2 mois, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Donc, une amélioration depuis la fin janvier. Ah ben oui, mais c'est sûr. Mais comme je vous dis, si on est capable de stabiliser le réseau, mais je pense qu'on va être capable de travailler dans ce qu'on appelle la liste d'attente, là, mais on n'est pas encore là. Legault, je voulais vous entendre sur les intentions de Stephen Bronfman d'aller chercher des fonds publics pour son projet de stade au bassin Peel à Montréal. Quel est votre intérêt, vous, comme gouvernement, à investir des fonds publics dans ce projet-là? Et puis, s'il y a un intérêt, à quelle proportion d'un potentiel stade? Bien, je ferai le parallèle avec ce dont on a beaucoup parlé depuis quelques semaines, les fameux prêts pardonnables à des entreprises. Puis, bon, évidemment, une entreprise qui amène un club de baseball, c'est aussi une entreprise. Je répète d'abord notre objectif. Quand on compare la richesse du Québec avec l'Ontario, le PIB par habitant, on a 12 milliards d'écart. Ça veut dire que si on avait le même PIB par habitant que l'Ontario, on aurait 12 milliards de plus par année de revenus au gouvernement du Québec. Évidemment, il faudrait soustraire de ça une bonne partie d'une baisse de péréquation, mais ça aussi, ça fait partie de nos objectifs, d'être moins dépendant de la péréquation.
Maintenant, quand on aide une entreprise, puis qu'on fait un prêt, puis qu'on dit, bon, d'abord, on s'assure que le prêt est sécure, est fait à une entreprise qui est en bonne santé financière. Maintenant, quand on dit qu'une partie du prêt est pardonnable, c'est que dans le fond, on est prêt à offrir une subvention qui est inférieure aux revenus additionnels qui sont entrés au gouvernement du Québec. C'est ça l'avantage du prêt, c'est de dire, dans 5 ans, on ne fait pas de projection, on regarde les revenus additionnels qui sont rentrés au ministère des Finances, qui ne seraient pas rentrés autrement. Donc, je reviens sur l'équipe de baseball. Si demain matin, il y avait une équipe de baseball au Québec, il y aurait des joueurs qui paieraient des impôts au Québec. Des impôts qu'on n'aurait pas si on n'avait pas d'équipe de baseball. Donc, si on prend une partie de ces revenus d'impôts-là, puis qu'on les donne à une entreprise qui nous amène cette entreprise-là, tout le monde est gagnant. Parce que le Québec, ce qu'il faut s'assurer, c'est que le Québec va recevoir plus de retombées, donc d'entrées fiscales réelles, que le montant d'aide qui serait donné à une entreprise, incluant une équipe de baseball. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a une ouverture auprès du projet. Bon, il y a plusieurs gens d'affaires bien connus qui sont derrière ce projet-là. Il n'y a pas seulement M. Bronfman. Donc, si on est capable d'amener une équipe de baseball puis que ça amène plus de revenus que l'aide qu'on donne à l'entreprise, bien, tout le monde est gagnant, incluant les Québécois. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Dubé, vous parlez de vacciner, d'ouvrir les salles à manger dans les RPA où il y a plus que 75 %, mais c'est M. Legault qui a dit ça. Le personnel de soins dans les RPA est vacciné, mais le personnel des salles à manger, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas vaccinés. Qu'est-ce qui arrive avec eux? Bien, écoutez, il faut regarder l'ensemble du personnel qu'on a. On pense qu'avec le milieu de vie, c'est quand même un milieu de vie assez fermé. Là, on n'est pas dans un restaurant, c'est l'ensemble des personnes qui ont été vaccinées. Alors moi, je pense que la recommandation de la santé publique, elle est claire, c'est qu'on peut prendre cette analyse-là globale, puis de dire ce milieu de vie a été vacciné, même si la totalité des personnes n'ont pas toujours été, parce qu'on n'est pas là pour faire une exclusion, puis peut-être que Dr. Arruda voulait compléter là-dessus. On considère le milieu, de toute façon, la majorité des milieux ont eu plus que 75 % de résidents vaccinés, puis c'est eux qu'on veut protéger, hein. C'est eux qui sont à risque de complications. Premièrement, c'est pas des salles de buffet. C'est une ouverture un peu comme dans les restaurants, c'est-à-dire que c'est 2 bulles qui peuvent être ensemble, mettons 2 unités, ou puis c'est vraiment des petites tables, plusieurs services, désinfection, des plexiglas si c'est nécessaire. Donc, c'est une réouverture pour permettre aux gens de socialiser, de se voir, mais c'est pas, je veux dire, un retour à la normale. Fait que ça, je pense qu'il y a plein de consignes qui vont être précisées par communiqué, et les établissements, les RPA, vont recevoir une correspondance qui va leur expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. L'affaire à retenir, c'est après 3 semaines, quand il y a eu vaccination, on peut rouvrir les salles à manger, mais dans un contexte particulier, prudent. Votre question est pour à la fois le politicien et le scientifique. À quel moment ça devient sécuritaire ou responsable de tenir des élections au Québec? Le politicien, ça, c'est moi. Hein? Oui. Pas des élections provinciales, évidemment, je parle des fédérales. Bien, écoutez, là, c'est ça, on va consulter la santé publique. Il y a eu des exemples au Canada, dans certaines provinces, ailleurs dans le monde. En plus, la situation va évoluer au cours des prochains mois. Donc, je pense que ça doit être fait dans les règles sanitaires appropriées. Bon, éventuellement, on pourra penser, quand on sera prêt à faire tout ça par Internet, là, mais ce que je comprends, c'est que le directeur général des élections n'est peut-être pas prêt à ça. Donc, mais c'est certain que dans tous les cas, il faut, au moment de l'élection, là, au moment de la campagne, quand on sait qu'il va y avoir une élection, consulter la santé publique. Ça
Ça va dépendre du protocole qui va nous être soumis. C'est sûr qu'il va y avoir des protocoles avec utilisation de masques, de distanciation, etc. Là, puis surtout d'éviter les rassemblements et les congestionnements. Je pense que c'est possible de l'organiser, mais on verra où on est. Puis on verra aussi où on sera en termes d'épidémiologie. C'est toujours très difficile de se projeter. Vous savez, nous-mêmes, 2-3 semaines, c'est comme une éternité en COVID-19. Quand on parle d'élections, je pense que c'est quelque part en octobre, je me rappelle bien, au fédéral, là. Ça pourrait être juin. Là. Juin? Ça pourrait. Non, mais écoutez, comme je vous dis, on fera l'analyse, puis on appliquera les mêmes principes qu'on applique dans toutes sortes d'autres éléments de rassemblement. En clair, vous vous attendez, Dr Arruda, à être consulté par Élections Canada. C'est clair que, compte tenu que ça se passe sur notre territoire et que ça concerne notre population, on va demander à ce que ça nous soit soumis, c'est clair. Très bien. On poursuit avec Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. le Premier ministre, M. le ministre, Dr Arruda. Je voudrais juste faire éclaircir un point sur la vaccination, peut-être avec M. Arruda et M. Dubé. On a reçu, en fait, il y a quelqu'un qui a été guéri de la COVID-19 et qui se pose la question à savoir si cette personne-là doit être vaccinée quand même et est-ce que ça représente une première ou une deuxième dose? Parce que c'est pas clair, là, à savoir si quand on a eu la COVID, on a une base là, de système immunitaire qui est... Alors, parce qu'on a reçu une communication de Santé Montréal qui dit « Après vérification, on nous confirme que c'est bel et bien la procédure. Une personne qui a eu un diagnostic de COVID-19 confirmé par un test de dépistage a besoin d'une seule dose du vaccin pour être considérée adéquatement vaccinée. » Parce qu'on a soumis la même question à votre bureau, puis ça semblait pas clair. Là. Alors, c'est quoi la... Est-ce que le fait d'avoir été contaminé à la COVID-19, ça équivaut à avoir une dose de vaccin, autrement dit? Bien, si vous me permettez, ce qu'on sait, c'est que l'immunité associée à la maladie, elle ne peut peut-être pas durer longtemps. C'est pour ça qu'on recommande une autre dose. Mais si vous avez déjà reçu, vous avez fait la maladie, on a la preuve par laboratoire, on pense qu'après 3 mois, vous pouvez recevoir une première dose qui va faire le même effet qu'une deuxième dose. On ne recommande pas une deuxième dose, c'est-à-dire la maladie, une dose, parce que ça donne pas plus d'immunité et ça entraîne des réactions adverses plus importantes. Vous allez plus réagir, vous allez faire comme une grippe à 7-8 jours sans bénéfice d'augmenter l'immunisation. Donc, nos cliniciens, nos gens qui s'occupent d'immunologie le disent, quand vous avez fait la COVID, vous recevez une autre dose de vaccin, mais pas nécessairement 2 doses, ce n'est pas nécessaire. OK, si je comprends bien, si on a fait la COVID, quand on va recevoir la dose, est-ce qu'il faut le mentionner à ce moment-là? Parce que, tu sais, on dit qu'on prend le rendez-vous pour la deuxième dose, etc. Vous pouvez le mentionner. Ce qui va être fait aussi, c'est qu'on va fusionner les banques de laboratoire avec notre registre de vaccination, donc pour vérifier est-ce que dans le dossier du laboratoire, on a votre nom avec un test positif. À ce moment-là, ça va apparaître dans le fichier de vaccination. Et ça va vous donner, vous allez être considéré comme étant immunisé après avoir reçu une seule dose de vaccin. OK, donc ça va apparaître dans le dossier directement. Si le test a été fait, oui, effectivement. Il y a peut-être des gens qui ont fait la COVID puis qui n'ont pas reçu le test. À ce moment-là, il y a une discussion, qui n'ont pas eu le test. À ce moment-là, il y a une discussion lors de l'évaluation clinique avec vous pour voir est-ce que c'est vraiment la maladie, selon l'information que vous transmettez, ou sinon, ils vont vous recommander 2 doses. Ça va être évalué au cas par cas. La presse. Oui, bonjour à vous 3. Je voudrais revenir sur le code de couleur et les régions. Vous avez parlé du Saguenay, de l'Outaouais. Bon, selon le seuil là, de la zone rouge, il serait sous ce seuil-là depuis quelques jours. Je voudrais savoir, donc, à ce stade-ci, et si le rythme... À ce rythme-là, est-ce qu'il est probable, donc, que le Saguenay et l'Outaouais basculent au rouge à ce stade-ci? Et sinon, vous leur donnez combien de temps pour redresser la barre? Bien, écoutez, il est probable. Tout est possible, mais actuellement, ce qu'on voit, puis le Saguenay, ça a été comme ça a été des montées rapides avec des descentes rapides. Donc, puis on veut éviter de jouer au yo-yo, là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas parce qu'on passe d'une zone orange à une zone rouge pendant quelques jours, une semaine ou 2, que ça va dépendre de l'accélération. Si on est en train de voir une descente vers le bas, bien, ça va rester orange. C'est surveillé au jour le jour. C'est surveillé en prenant en compte de plusieurs considérations.
La première, le nombre de cas, combien il y a de gens hospitalisés, notre capacité de retracer, c'est quoi le type d'éclosion qu'on a actuellement, est-ce que c'est avec des variants beaucoup ou pas, et quelle est la couverture vaccinale. Fait que c'est tout ça qui est à regarder comme tel, pas seulement le nombre, on l'a toujours dit, il y a le nombre qui donne la couleur, mais il faut regarder les autres éléments. Et ça, c'est une analyse qui se fait avec la direction de santé publique pour voir la connaissance fine de ce qui se passe sur le territoire. Juste une précision, il n'est pas question, par exemple, de mettre la région en zone rouge quelques jours pour, par exemple, freiner l'hémorragie. C'est pas ça. Écoutez, habituellement, quand on met une région en zone... Vous savez, là, c'est quand même... Ça a des conséquences de mettre au rouge, enlever le rouge, mettre au rouge, enlever le rouge. Les gens... il y a des restaurants qui sont ouverts. Après ça, il faut qu'ils referment. Fait que là, dans le fond, on n'essaie pas de faire ça, là. Si on pense qu'on doit passer au rouge et qu'on a l'impression qu'on est en train de perdre le contrôle, puis c'est en train de s'accélérer, puis que ça va durer pour un bon petit bout. Parfait. Sur les variants, Gaston Dessert disait aujourd'hui qu'il faut revoir notre stratégie, peut-être de dépistage ou de traçage. Là, sauf erreur, lorsqu'on a un cas présumé de variant, donc on a des mesures plus sévères pour le traçage et tout ça. Est-ce qu'il est question peut-être de revoir ces stratégies-là et d'étendre ça à tous les cas présentement, là, compte tenu de l'évolution? Je vous dirais que la majorité des directions de santé publique font comme si c'était des variants. Pour tous les cas? Oui. Il y a, bien entendu, quand il y a des très grandes volumétries, comme à Montréal, ils vont le faire. Ils vont faire plus que d'habitude, mais pas autant comme si c'était tous des variants. Fait que c'est à géométrie variable, mais actuellement, là, dans plusieurs régions du Québec, que ce soit variant ou pas, on a une approche très agressive. Et c'est ce qui nous permet, malgré le fait qu'on a une augmentation de variants, de ne pas voir la montée de cas. Mais je vais vous dire, on n'est pas dans une troisième vague, on est dans un plateau après la deuxième, mais on sait que ça va monter. Je veux dire, indépendamment là, de ce qu'on peut faire, c'est pas vrai que le variant ne va pas monter, puis comme il est plus transmissible, on va avoir plus de cas. Ce qui est important, c'est pas avoir des hospitalisations puis des décès. Et c'est là qu'on travaille cette approche très agressive et qu'on demande aux gens de collaborer. Et je vais insister à radoter encore, si vous avez des symptômes, vous avez de la fièvre ou des symptômes de mal de gorge ou de nez qui coule, n'allez pas contaminer d'autres personnes, allez vous faire tester et puis on va s'occuper de vous. Puis plus vite on se fait... Puis quand on se fait tester, on a des réponses rapides, là. En termes donc, collaborer à ça, c'est ça qui va nous aider à empêcher qu'on ait à remonter dans le rouge puis à être obligé de resserrer les mesures. Peut-être sur la question du dépistage, parce qu'on en parle de moins en moins de dépistage. Je parlais aux gens de l'équipe de Dr. O'Patterney et de la santé publique ce matin. On me disait qu'on est quand même en hausse de 10 de nos statistiques de dépistage. Puis ça, je trouve ça une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens, là, si je regarde cette semaine versus la semaine d'avant, de 10 de plus des gens qui sont fait dépister. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est ça qu'on demande aux gens, que malgré le fait qu'on voit la vaccination qui s'en vient, il faut être excessivement prudent au moindrement que vous avez un signe. Donc, cette statistique-là, pour moi, nous prouve que les gens... sont sensibles à ça, puis ils vont se faire dépister. Puis peu importe les résultats qu'on a, je pense qu'on doit continuer à demander aux gens de se faire dépister. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Je voulais savoir, concernant les cas récents de violence conjugale, M. Legault, quelles mesures est-ce que vous comptez appliquer du rapport qui avait été soumis par le comité transpartisan là, sur les violences sexuelles et la violence conjugale, et avec quel échéancier? On veut appliquer toutes les recommandations qui ont été faites par le comité. On a déjà annoncé un plan, donc travail sur les maisons d'hébergement, sur la publicité, sur le financement des organismes, entre autres, qui sont en appui aux femmes et aux hommes violents. Et sans vouloir dévoiler ce qu'il y aura dans le budget jeudi, on va continuer à investir. Évidemment, c'est pas un problème qui est simple, là, puis on trouve tout ça bien effrayant de voir des cas à répétition comme ça. Il y a une société à changer, il y a de l'éducation à faire qui va donner des résultats peut-être juste à moyen terme, mais à court terme, on veut s'assurer que toutes les personnes qui ont besoin d'aide, puis qui ont besoin d'un endroit physique, qui puissent avoir un endroit physique. Puis on travaille avec les policiers aussi. Geneviève Guilbeault travaille avec les policiers.
que ce soit pour les cas de violence conjugale ou que ce soit pour les cas de mineurs là, qui ont des pimps et puis qui ce sont comme des esclaves. Là. Les policiers aussi sont embarqués là-dedans, les différents corps policiers, pour trouver des moyens des plus actifs. Sur la pandémie, vous en appelez aux Québécois là, de continuer à respecter les restrictions là, pour éviter la propagation de la COVID-19 avant que les variants deviennent de plus en plus présents. Comment est-ce que vous faites pour concilier, dans vos recommandations, concilier les gens qui en ont vraiment assez de toutes ces mesures avec le beau temps, puis le risque réel de la troisième vague là, qui va survenir d'ici quelques semaines? Bien, c'est des discussions très longues qu'on a. Vous voyez, aujourd'hui, on prend un certain risque là, de dire, dans zone rouge, les élèves de secondaire 3, 4, 5 vont aller à l'école à tous les jours. Mais on calcule que c'est un risque qui en vaut la peine parce qu'il y a un impact sur les apprentissages, sur la sociabilisation, sur la santé mentale des jeunes. Donc, on essaie de trouver un équilibre. Même chose quand on a fait passer le couvre-feu de 8h à 9h30. C'est certain là, que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont vu ça comme étant « Ah, ben je vais avoir 1h30 de plus pour aller faire un tour chez mon chum à son appartement. » Bon, ça, c'est pas une bonne idée. Puis bon, mais on essaie de trouver un équilibre. On essaie de trouver un équilibre. Puis oublions pas aussi que la vaccination avance, là. On vise toujours à ce que les personnes de 65 ans et plus soient toutes celles qui le veulent, vaccinées d'ici le 15 avril. Donc, à partir du 15 avril, ben, on va avoir 80% des personnes hospitalisées, dans le fond, là, qui seront plus sujettes à hospitalisation, ou beaucoup moins, en tout cas. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, il y a une hausse importante des cas en Ontario. Il y a beaucoup de variants aussi là-bas. Est-ce que c'est envisagé ou est-ce que ça a été envisagé de dresser des barrages routiers pour limiter les déplacements de l'Ontario vers le Québec, étant donné que, notamment en Outaouais, on sait qu'il y a actuellement une montée et qu'il y a beaucoup de touristes ontariens, même ici à Québec? Bien, d'abord, il faut regarder la situation de Gatineau et de l'Outaouais. Là, effectivement, on voit qu'il y a une augmentation de cas. Par contre, beaucoup de gens qui vont travailler à Ottawa, qui reviennent chez eux le soir ou le contraire. Et donc, quand même, il faut être réaliste. Bon, l'Ontario est à 1500 cas. Le milieu là, de la pandémie, l'épicentre, là, c'est plus Toronto. Donc, non, pour l'instant, on ne regarde pas ça. Donc, c'est pas envisagé actuellement, en tout cas de ma part. Monsieur Arruda, vous aviez quelque chose à ajouter? Ou... Non, c'est exactement le même processus. On n'est pas à fermer des frontières entre territoires. Mais il faut quand même respecter les consignes. Là, de la même façon que si on va dans une zone... moi, je suis rouge, je ne vais pas au restaurant à Québec parce que ici, c'est une zone orange dans une région rouge. Fait qu'il faut respecter ces éléments-là. Et donc, cet équilibre-là qu'on trouve, là, si on respecte les consignes, on prend un risque calculé. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les gens ouvrent tout parce qu'on a ouvert un peu. Concernant maintenant le programme de régularisation de ceux qu'on appelle les anges gardiens, là, les demandeurs d'asile là, qui ont travaillé dans le secteur de la santé, on a reçu au Québec 721 demandes de résidence permanente, mais seulement 3 ont été acceptées, alors que dans le reste du Canada, c'est de 459 sur 932. Comment vous expliquez cette aussi grande différence dans le nombre de personnes qu'on a acceptées au Québec? Bien, j'apprends les chiffres que vous mentionnez, mais les critères ont été fixés avec le gouvernement fédéral. Donc, je suppose que s'ils ont un programme semblable en Ontario, ça devrait être des critères semblables. Donc, il faut que les gens aient travaillé dans le réseau de la santé un certain temps, un certain nombre de semaines. Mais bon, il n'y a aucune indication qui est donnée là, de ne pas accélérer l'acceptation de ces personnes-là. Là, au contraire, on veut respecter notre parole. Donc, on pourrait peut-être vérifier pour vous revenir. Là. Merci. Nous allons maintenant passer en anglais avec Philippe Authier de Gazette. Good day.
J'ai une question. Pourriez-vous expliquer davantage, entourant la décision de permettre aux jeunes du secondaire en zone rouge de reprendre le chemin de l'école? Il y a eu des écoles secondaires qui ont fermé les portes à cause du variant. Il y a une augmentation de la prévalence du variant britannique. Alors pourquoi sécuritaire? Réponse. Dès que vous ouvrez une école, il y a un risque. Je dirais qu'il y a eu des éclosions en milieu scolaire, mais ils sont maîtrisables. Des fois, c'est un seul cas. Quand c'est un seul cas, il y aura une intervention importante. On pourrait regarder l'effet pour les jeunes de ne pas être à l'école pour les années secondaires 3, 4 et 5. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de mal avec l'alternance. Il y a des gens qui vont manquer l'école et plutôt échouer dans leur année en lien avec leur absence, parce que la santé mentale influence sur les notes et la performance scolaire. Nous pensons que il y a une façon de trouver un équilibre pour ce qui est du risque. Je crois qu'il y a des risques plus élevés à laisser les jeunes à la maison pour le problème d'échec scolaire et de perturbations du côté de la santé mentale. Donc, nous sommes prêts à courir le risque, car nous pensons que les avantages dépassent les désavantages. Question. Monsieur Legault, vous n'avez pas exclu de l'argent des contribuables pour un stade du baseball dans vos remarques préliminaires. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, la dernière fois qu'un gouvernement s'est impliqué dans un stade au centre Vidéotron, il y a eu beaucoup de critiques. Pourquoi voudriez-vous investir de l'argent des contribuables dans un stade de baseball? Réponse. Les principes qui sous-tendent une telle décision, à savoir aider ou non une équipe de baseball, c'est de voir combien de revenus supplémentaires peut entrer dans les coffres de l'État. Par exemple, les joueurs de baseball paieraient des taxes au Québec. Par conséquent, l'idée, c'est de sortir gagnant comme État. C'est pourquoi nous avons proposé des prêts à des entreprises et vous savez à quel point il en coûte pour une nouvelle franchise. Donc, il y a une valeur là. Donc, vous prêtez l'argent et vous offrez la subvention uniquement s'il y a des revenus qui entrent dans les coffres. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, savez-vous? Cela fait partie de revenus supplémentaires que nous sommes prêts à récupérer après 5 ans. Cathy Sonnet, CBC. Good afternoon. Bonjour. J'aimerais revenir aux gens qui ont des maladies chroniques qui devraient être les prochains à être vaccinés. Vous avez dit en français qu'il y aura un comité avec une liste de personnes. Pourriez-vous élaborer, s'il vous plaît? Pour moi, il est un peu tard de dresser une telle liste. Et vous aurez peut-être beaucoup de questions des citoyens. Pourquoi je ne suis pas sur la liste? Pourquoi ma voisine est sur la liste? Réponse. Écoutez, le comité s'est déjà rencontré lundi dernier. Ils sont en train de valider le processus pour régir au résumé au procès-verbal de cette réunion. Premièrement, le critère prioritaire, c'était l'âge au départ, n'est-ce pas? C'était le premier facteur pour trancher. Et c'est pourquoi nous sommes servis de groupe d'âge au départ. Maintenant, nous commençons à aborder la tranche de 65-60 ans. Et là, il y aura des gens qui auront également des états médicaux préexistants. Si nous avions beaucoup de vaccins, on ne dresserait pas de priorité, on pourrait faire barre ouverte. Mais parce qu'il y a encore une rareté relative de vaccins,
On veut prioriser les gens qui sont à plus haut risque de tomber malade. Ce ne sont pas tous les cancers, par exemple. Si vous êtes en chimiothérapie ou si vous avez une chirurgie d'ablation, ce n'est pas le même niveau de risque. Donc, on demande aux cliniciens de nous proposer des critères de ciblage jusqu'à ce qu'il y ait assez de vaccins. Notre objectif, ce serait d'avoir les vaccins et vacciner tout le monde en même temps, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous procédons ainsi. Nous voulons éviter les hospitalisations et certainement les décès excédentaires. Question. Maintenant, avec dans le Bas-Saint-Laurent, la santé publique dit que c'est un exemple à quel point il est difficile et à quelle vitesse les variants peuvent frapper une région. Vous avez maintenant 700 élèves qui sont en isolement en très peu de temps. Et dans le Bas-Saint-Laurent, le nombre de personnes qui ont reçu leur première dose, c'est moins de 9 %. Donc, est-ce que la stratégie fonctionne finalement? Réponse, oui. Question, mais dans le combat contre les variants? Réponse. Écoutez, les vaccins sont un élément visant à éviter l'hospitalisation, mais les variants, il est impossible de ne pas voir une montée de cas des variants. Mais ce que nous faisons maintenant, c'est que nous essayons d'endiguer leur propagation. Dès qu'il y a une infection, il y a une enquête épidémiologique qui est menée. Nous avons du dépistage très agressif. Nous demandons aux gens de rester à la maison avant d'être dépistés. Et ça, c'est une façon d'endiguer la contagion et de freiner la transmissibilité. Donc, le seul enjeu avec les vaccins, c'est que nous n'avons pas le nombre de doses qu'il nous faudrait. Je crois que dans le prochain mois et au mois d'avril, ça va être différent. On aura une accélération dans l'arrivée des vaccins. Question. Monsieur Legault, vous avez dit tantôt que vous étiez prêt à rouvrir les salles de classe pour les années du secondaire 3, 4 et 5. Vous étiez prêt à le risquer. Je crois comprendre aussi que dans les résidences pour aînés où il y a déjà eu le vaccin, vous êtes prêt à rouvrir les salles à manger. Étant donné la fragilité de ces populations, est-ce qu'un taux de vaccination de 75 % c'est suffisant pour protéger chacun et chacune dans ces résidences pour aînés pour rouvrir les salles à manger? Réponse. Tout probablement, plus de 75 % ont reçu le vaccin dans ces contextes de vie collective. Mais on ne veut pas commencer à pratiquer une discrimination. Il y a peut-être des gens qui ont refusé le vaccin, savez-vous? Et quand il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés, eux sont protégés. Ils doivent attendre 3 semaines, bien sûr, avant de sortir, mais ce n'est pas le bar ouvert comme on pourrait s'imaginer dans la salle à manger. C'est comme une salle à manger comme dans un restaurant, avec le même taux de présence de bulles avec 2 résidences, par exemple, ou 2 bulles familiales, avec des panneaux en plexiglas, avec un écart entre les gens qui mangent entre les repas pour éviter une densité. Parce que n'oublions pas la santé mentale, le manque de stimulation, de socialisation. Donc, c'est un équilibre à trouver. Si on respecte les consignes, nous trouvons que nous pouvons y aller avec les salles à manger. Question. Donc, vous dites que c'est une bonne nouvelle pour les écoles à Montréal, mais avez-vous un calendrier pour les restaurants, par exemple? Réponse, donc, tout dépend. Les restaurants sont ouverts en zone orange. Je vous fais noter. À Montréal, nous verrons. Nous tentons de planifier les prochaines étapes. C'est clair que le printemps, l'été, sont à nos portes. N'agissez pas comme si c'était le printemps tout craint. Mais je crois que notre approche sera progressive. Pardon, excusez, oui, le printemps est arrivé. Je suis désolé. Non, c'est clair, oui.
Je ne connais pas les élections, les dates des élections. Je ne sais pas où nous en sommes. Mais oui, c'est vrai, nous sommes au printemps, on a franchi le cap. Mais c'est pas la météo à laquelle on s'attend. N'oubliez pas qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Il y aura encore des tempêtes de neige. Je vous assure. C'est donc pas le moment d'organiser des fêtes à la maison. Mais nous allons nous ajuster et probablement le fait de sortir va nous aider pour rouvrir, par exemple, les terrasses. Question. Le personnel hospitalier à Montréal comme ailleurs se dit craintif d'une troisième vague. Il y a beaucoup d'employés qui abandonnent leur poste par un surcroît de travail. Je ne sais pas où c'en est avec la formation du nouveau personnel, mais... Question répétée. Il y a beaucoup d'employés en milieu hospitalier qui craignent une troisième vague parce qu'ils voient beaucoup de leurs collègues qui quittent leur emploi parce qu'il y a un excès de travail, de charge de travail. Et tous les gens que vous avez formés, est-ce que ça va être suffisant? Réponse. Écoutez, il y a eu beaucoup de personnel pour la vaccination. C'est pourquoi il est très important que nous demeurions prudents de ne pas mettre le système de soins de santé sous trop de pression. J'ai un commentaire. Alain Laberge, cette semaine, a évoqué quelques éléments. Les employés en santé, ce qu'ils apprécient, c'est l'effort déployé du côté vaccinal. Et ils sont contents que ce soit fait à l'extérieur du système. C'est pourquoi nous avons demandé aux pharmaciens, aux pharmaciennes et aux entreprises de venir nous aider. Et si donc nous sommes en mesure, en parallèle, sur 2 ou 3 mois, à enlever de la pression sur les travailleurs et les travailleuses de la santé, par la vaccination, par exemple, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour eux. Nous voulons respecter leurs congés, nous voulons les respecter, tout le travail qu'ils ont accompli. Et si nous pouvons faire quelque chose pour eux, c'est certainement de procéder à la campagne de vaccination à l'extérieur du système de la santé. Merci. C'est ce qui met fin à ce point de presse. Bon après-midi. C'est en parlant de la vaccination que prend fin ce point de presse de Christian Dubé, le ministre de la Santé, Horacio Arruda, le directeur national de la Santé publique, et François Legault, premier ministre du Québec. Parlant de vaccination, M. Legault sera vacciné vendredi. Il a pris son rendez-vous. M. Legault a 63 ans. Il est donc admissible pour les 60 ans et plus dans la région de Montréal. Il ne sait pas quel vaccin il va recevoir, mais il est prêt à recevoir n'importe lequel des 3 qui sont autorisés au Québec. Précision sur les gens qui ont eu la COVID et la vaccination, c'est-à-dire que si vous avez eu la COVID, vous ne devez avoir qu'une seule dose du vaccin parce que vous êtes protégé d'une certaine façon par le fait que vous ayez reçu la COVID. Et donc, Horacio Arruda a précisé qu'il y aura des choses qui se feront. On va savoir quand vous allez vous faire vacciner si vous avez déjà eu la COVID et donc si vous n'avez besoin que d'une seule dose. 2 assouplissements sont annoncés. Les élèves de 3, 4, 5, secondaire 3, 4, 5, dans le Grand Montréal, Grand Montréal, retourneront à l'école à temps plein à partir de lundi. Et dans les résidences pour personnes aînées, où 75 % des résidents ont été vaccinés depuis 3 semaines, les salles à manger vont rouvrir dès demain. Voilà pour ce point de presse. Plus de détails en après-midi avec Catherine Gauthier qui vous attend à l'instant pour l'info. Bon après-midi. À demain.